Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. En cette première semaine de trêve internationale et après un tiers du championnat, on va commencer par ce que l'on a appelé de manière assez fine, je dois dire, un top flop 14. Après le top flop 14, on basculera sur l'équipe de France qui débute ses 3 tests de novembre samedi contre l'Afrique du Sud. On se demandera qu'en attendre justement de cette tournée. Enfin, après avoir lu un excellent papier de Renaud Bourrel dans lequel Johan Maestri ne tarit pas d'éloges sur la méthode de Heineke Meyer au Stade français, on se demandera si le problème du rugby français ne commencerait pas à l'entraînement. Ça fait tôt, mais pourquoi pas. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Pierre-Michel Bonneau. Bonjour Pierre-Michel. Bonjour. Alexandre Bardot. Bonjour Alex. Bonjour. Et Clément Dossin. Salut Clem. Salut Cricri. Alors vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée jeu. Donc on disputait ce week-end la 9e journée de Top 14 et grâce à mon bac lettres option maths, je peux vous dire que ça signifie qu'à peu près le tiers du championnat est terminé. Un gros tiers. Ah oui, non. Non, un petit. Petit tiers. T'as pas fait un... Bah si, 3 x 9, 27, il y a 26 journées, un gros tiers. Ah oui, c'est ça, un gros tiers. C'est mon bac lettres. T'as vraiment fait option maths, Voilà. mais c'est vraiment optionnel. C'était après les lettres. En revanche, je fais pas de faute d'orthographe, mais ça se voit moins C'est en ça. podcast. À l'oral, c'est plus dur. Donc si on combine à la trêve internationale qui repousse la prochaine journée à 3 semaines, on se dit que c'est le moment de se faire un premier bilan de la saison en mettant en avant, messieurs, ce qui vous a emballé et ce qui vous a navré. Donc, je sais pas, le retour en forme de Ficou, la sélection de Demba Bamba, les tweets de Madame Savea. Qu'est-ce qui t'a fait bien plaisir depuis fin août, PMB ? Ce qui m'a fait bien plaisir. C'est dur. Oui, il faut réfléchir, mais... Tu n'as pas de top, en fait. De top, si, je l'ai trouvé. On te reparlera que pour les flops. Voilà. Non, qu'est-ce qu'on peut... Il a du mal à se réjouir. J'ai du mal à me réjouir, oui. Mais non, mais il y a eu de bonnes choses. Il y a eu de bonnes choses. Jacques Brunel a dit qu'il avait préféré le niveau de la Coupe d'Europe à celui du top 14, qu'il trouvait un peu mollasson. Je suis un peu d'accord avec lui. Jusque-là, il est lucide. Jusque-là, il est lucide. J'ai tendance à penser que c'était un peu lié avec l'afflux de gifs, mais ça, c'est pas un top. Donc, je trouve autre chose pour les tops. Le bon comportement de Grenoble, qui s'en sort pas si mal, finalement. Et le réveil du Stade français, qui est un peu sud-africain, c'est amusant. Alors que Montpellier, qui l'est moins, ne gagne plus. Voilà. Mais ça présage de rien pour la suite. Hein. Bah voilà, il a réussi à dire du mal en disant du bien. C'est tout PMB, quoi. On enchaîne. Eh bien, enchaînons. Vous avez vous-même des tops, les garçons. Alex, toi, ton top, moi, tes j'ai tops. un top. Il y a un truc que j'aime beaucoup depuis le début de ce top 14, c'est le Stade Toulousain. Voilà, je te le pique. Bon, après, en même temps, c'est assez simple et le match du week-end renforce cet effet-là, mais on trouve un Stade Toulousain avec une bonne partie de ce qui était plaisant dans cette équipe il y a une dizaine d'années, en étant un peu sévère, et avec du jeu des 3/4 inspirés, qui utilisent bien les ballons de récupération, avec du jeu, beaucoup de jeux en lecture, et c'est assez plaisant à regarder, et puis ça donne des résultats. Et après, côté joueur, moi je trouve qu'il y a un joueur qui vraiment est impressionnant depuis le début de saison, c'est Zebo. Et on n'avait pas forcément vu des Celtes briller en top 14 depuis plusieurs saisons. On se rappelle de Sexton, on se rappelle de Lydiate, on se rappelle de Halfpenny, qui n'avait pas fait quand même des passages flamboyants. Et Zebo est quand même hyper intéressant, offensivement, sous les ballons hauts, voilà. Pierre-Michel, t'as quelque chose, tu veux me contredire ? Non, pas du tout. Je cherche le Celte qui pourrait... Vas-y, cherche-le bien. Pourrait nuire à ton raisonnement. À ton raisonnement un peu spécieux, mais... ça conforte en tout cas que c'est celui qui t'a plu, c'est pas un gif. Zebo...
Ah non, Quoique, mais c'est sûr. À moitié de chez nous, on n'est pas tout à Je fait sais que c'est juif. ton combat, les gifs. Mais... Non, mais effectivement, il y a Ryan, par exemple, qui est très bon au Racing depuis qu'il est arrivé. Mais. Rien n'apporte au Racing, ce qu'à tout n'apporte plus à Toulon, par exemple. Très précisément. Exactement. C'est toujours pas de gif, mais c'est des bons joueurs. Ouais. Voilà. Moi, je rejoins Alex. Ouais, Toulouse, au-delà du cliché sur le jeu de main et tout ça, ce que j'aime beaucoup, c'est la liberté d'entreprendre qu'il y a dans cette équipe. On a le sentiment qu'il n'y a pas de zone interdite pour jouer des ballons. Je pense à cette touche qu'ils avaient jouée à 5 mètres de leur ligne contre Castres et qui aboutissait, je crois qu'il y avait 2 vilains en avant sur l'action, mais peu importe, qui avait abouti à un essai si on s'arrête aux en avant d'Arthur Bonneval. Et voilà, on sent qu'il y a une prise d'initiative quasi... Enfin, en tout cas, il y a carte blanche pour les joueurs sur le terrain et ça, c'est assez plaisant. Et quand ça gagne en plus, ça n'en est que plus intéressant. Le retour de Clermont, quand même, il faut le noter, qui était 6 pieds sous terre la saison dernière et qui est leader là, après 9 journées. Et il y a un truc marrant, quand on voit les 3 premiers du classement, c'est Clermont, Toulouse et le Stade Français. C'est un côté un peu vintage. C'est ça. On a l'impression d'être revenu à la fin des années 90, début des années 2000. Un petit joueur qui m'a bien plu, on va rester au Racing, c'est Russell. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Un gif, c'est ça que tu veux dire? Pas dit non plus. Non, un autre. Alors, Guitoun. Voilà. Guitoun, laissé pour mort il y a un an de ça, et qui justement, dans cette équipe de Toulouse, symbolise pas mal cette liberté-là. L'art du 1 contre 1, l'art du duel. Ce cas de Deb qui pose en Coupe d'Europe sur l'arrière du Leinster, qui le touche même pas. Voilà, lui, Colby, Ramos, des joueurs qui sont pas des gabarits démesurés et qui trouvent des failles. Donc ce sport a encore de l'avenir, peut-être. Je crois que tu voulais ajouter les gifs dans tes tops. Oui, ceux qui se perdent, mais non. Il y en a, non, il ne faut pas être non plus systématique. Un type comme Aldrit, par exemple, le Rochelet, m'a bien plu. C'est plutôt des solides. Moi, j'aime bien Godener, le 8 de Grenoble, voilà, ce genre de type-là, voilà. Ça, Richard Godener. Richard, le nom n'est pas de la famille, rien à voir avec le chanteur. Et... il y a encore d'autres. Il y a un drôle de gus, il y a Bourdeau aussi à La Rochelle, ça doit te plaire, ça. Oui, pareil. De la Porte à Castres. Ouais. Petit flanqueur qui paye pas de mine, qui tourne à 25 plaquages par match. Ouais, c'est bien ça, oui. Ouais. Ça rafraîchit, ça. Il y a un petit jeune aussi, Dupont, qui est pas mal. Dupont, oui, à l'ouverture, un bon ouvreur. Un bon ouvreur. C'est nos 9,5, c'est les célèbres 9,5 français qu'on nous envie partout dans le monde. Serein, Dupont Serein, et inversement. Junior aussi, ça nous appellera Merceron Michalak et Michalak Merceron. Tout à fait. Interchangeable. Ce sera ça la charnière de la Coupe du Monde de 2019, ce sera 2003, c'était pas celle de la finale, c'était celle de la demi-finale. Et oui, celle de la demi-finale aussi, oui. Je sais pas laquelle, mais... Je pense que tu vas donner le meilleur de toi-même sur tes flops de top 14. Non, j'ai aimé tout le monde, moi. J'ai tout aimé, non. Le seul mec qui s'échappe à Toulon, c'est quand même Colazo qui s'échappe de communiquer. Donc il communique pas avec la presse, c'est son droit, mais du coup il communique pas non plus avec les supporters, et il voudrait que les supporters le supportent. Là, il est rentré dans la cage aux fauves de Medrano, c'est plus La Rochelle où il a amené toute sa petite famille et où ça s'est bien passé. Là, c'est pas l'épicerie, il a du mal, donc je comprends pas qu'il s'échappe, qu'il parle pas, quoi. C'est pas bien. Je crois qu'il nous aime pas trop en général. Mais il aime personne, mais nous en particulier, les journalistes. Mais enfin bon, c'est pas une raison. Quand il parle aux journalistes, il parle aussi à ses supporters. Hein. C'est sûr. Je sais pas s'il l'a compris, ça. Ça n'intéresse pas. Le mot média, je sais pas s'il a compris pas, la signification. Bon, dans les flops, il y a aussi Toulon, évidemment, mais bon, plus pour des raisons sportives. Parce que même si, effectivement, c'est une équipe qui s'est affaiblie par rapport à l'an dernier, n'en parlons même pas par rapport à il y a 4-5 ans, je pense quand même que c'est une équipe qui a moyen de faire autre chose, que ce soit au niveau du jeu et des résultats, que ce qu'elle produit en ce moment. Après, dans les autres flops, je trouve, on parlait tout à l'heure du constat de Brunel sur le top 14. On a eu une fin d'été, un automne ensoleillé, donc avec des terrains qui étaient jouables, on va dire. Et en fait, on s'est quand même beaucoup ennuyé. On n'a pas vu un top 14 proche du haut niveau, quoi. Et j'ai la sensation d'une régression par rapport à l'an dernier, où il y avait un peu plus de spectacle et un peu plus au-delà même du spectacle, simplement
plus d'intensité, de variété. Donc ça, c'est un peu moi, je trouve que c'est le côté négatif, et il est possible qu'en novembre, ça nous coûte cher. On verra. Peut-être que non, hein, mais en tout cas, on n'a pas la sensation que les joueurs de l'équipe de France arrivent préparés par ce top 14, arrivent au niveau international préparés par ce top 14. Clem, ton flop ? Il a déjà été un peu développé. Ouais, moi, je disais plutôt le couple Boudjela-Colazo. Je rejoins Pierre-Michel sur Colazo. On le sent un peu perdu. C'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais ses compositions d'équipe sont illisibles. On ne comprend pas trop où il veut en venir. Il a décidé de se murer dans le silence. C'est son droit, mais je trouve que c'est une attitude faible de sa part. Et puis je mets Boudjela dans le lot parce que Boudjela finalement ne fait que récolter cette saison le bazar qui sème depuis 3 ans, depuis le départ de Laporte. Donc voilà, et il a beau jeu maintenant de dire qu'il va faire confiance à ce coach-là, qu'il est prêt à aller en Pro D2 avec lui. De toute façon, c'est trop tard maintenant, mais voilà, je pense que ce n'est que la conséquence de toutes ces décisions, pour certaines malvenues, certainement, de ces dernières années, quoi. Voilà. Ok. On a dit suffisamment de douceur, on peut passer à l'équipe de France. Non, PMB, ça va. Le flop 15 de France. Dans un an, on connaîtra le nom du champion du monde, puisque la finale du mondial japonais aura lieu le 2 novembre. À quelle heure ? Ça dépend, GMT ou... Pas encore, si on est assez sur l'heure d'hiver ou pas. Ouais, ben oui, Le aussi, suspense est total. On ne sait pas. Tout ça dépend de l'Europe, comme beaucoup de choses. Tout ça. D'ici là, les Bleus n'auront plus beaucoup d'occasions de se tester. La tournée d'automne qui arrive en est une. Donc avant de rencontrer l'Argentine et les Fidji, ça commence samedi par l'Afrique du Sud. Ça commence en force, je crois qu'on peut dire, hein, vu le match que les Bocs ont livré à Twickenham ce week-end. Mais côté équipe de France, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Hein. La tournée de juin n'a pas été une révélation absolue. Beaucoup de Bleus sont blessés aussi. Alors la dernière liste de Jacques Brunel comporte beaucoup de novices, en tout cas des joueurs avec peu de sélection. Bref, on manque un peu de repères. On peut s'attendre à quoi, selon vous ? On peut être étonné par cette équipe, Alex ? Oui, on peut l'être, oui. Faut espérer qu'on puisse l'être. Il va falloir de toute façon qu'il se passe quelque chose dans l'année à venir. Qu'on se mette à créer, qu'il y ait une dynamique qui se crée, qu'on batte des équipes régulièrement, et qu'on batte une équipe du Sud aussi, ça serait bien. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ça fait depuis, je crois, j'ai regardé l'autre jour, l'Argentine 2016 en Argentine, oui, mais c'était une Argentine qui était en pleine préparation dans le creux. Donc si on avait la bonne idée de battre l'Afrique du Sud ou l'Argentine... 2014. Ah, 2014. Oui, à l'automne 2014. Donc ça fait vraiment long, quoi. Donc ça serait bien d'enfin battre une équipe du Sud, et peut-être même d'en battre deux, parce que même si je crois que Jacques Brunel en conférence de presse a dit que le match de novembre contre l'Argentine n'aurait plus aucune valeur dans un an, au moment où on les affrontera en poule de Coupe du Monde, je pense que quand même c'est un match qui psychologiquement peut compter. Si on les bat, ça peut donner de la confiance, et au contraire, si on prend une déculottée, c'est quelque chose qui peut traîner dans la tête un paquet de temps, et notamment dans un an, au moment où on les affrontera en poule. Donc il y a beaucoup de chantiers, et une dynamique à créer, et c'est ça qu'il faut vite trouver, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est la tournée de l'espoir. C'est-à-dire que c'est dernières possibilités de faire naître un espoir avant la Coupe du Monde. Mais ça peut donc aussi être la tournée du grand désespoir si jamais il ne se passe rien. Il faut... disons qu'un bilan moyen plus, ce serait 2 victoires. Donc, les Fidji, partons du principe que il faut les battre à tout prix. Et après, il faut en gagner un des 2 autres. Ce serait bien. Je suis assez d'accord avec Alex. Si possible, si ça pouvait être celui de l'Argentine, ce serait pas plus mal. Après, on crachera pas sur un 3/3, mais j'ai l'impression qu'on se répète, mais c'est extrêmement délicat d'être optimiste avant ces 3 matchs-là. Il y a les raisons d'y croire sont très peu nombreuses. Peut-être qu'en fait, les raisons d'y croire, elles sont plus à chercher chez nos adversaires qui arrivent sur leur fin de saison. C'est le classique en novembre. Ils sont en général, s'il y a un moment où ils sont prenables, c'est plus là qu'au mois de juin. Mais quand on voit ce que les Sudaf ont été capables de faire cet été,
lors des 2 matchs contre la Nouvelle-Zélande, même s'ils ont gagné là-bas, ils ont perdu chez eux, mais ils ont été capables d'élever leur niveau très très haut. J'avoue que j'ai pas vu la première demi-heure contre l'Angleterre, mais ça avait l'air furieux. Les Argentins ont fait des choses avec très peu de vécu commun, avec 2 nouveaux sélectionneurs, ont fait des choses incroyables en allant gagner en Australie. Donc bon, c'est pas très réjouissant, pas très encourageant. T'es pas réjoui? Si, je suis réjoui, moi, tout me réjouit. Mais c'était comme une équipe d'Angleterre bien diminuée qui a péniblement battu l'Afrique du Sud, si on veut essayer d'être un peu positif. Ouais. Après, le jeu proposé par les Sudaf, moi, ça me déplaît pas, mais c'est plutôt un peu plus facile à défendre que des trucs très, très mobiles. C'est sûr. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que c'est vrai qu'on avait perdu peu contre l'Angleterre, qui perd de peu contre l'Afrique du Sud. Si on veut être très positif, on peut partir de là. On les avait battus, l'Angleterre. Ils ont même battu. Les Irlandais, pardon. Mais après, si vous avez un tout petit peu de ce qu'ils ont fait cet hiver en défense, et un tout petit peu de ce qu'ils ont fait en attaque cet été avant d'exploser comme des pop-corn, peut faire un petit espoir de faire quelque chose. Et moi, je pense plutôt battre l'Afrique du Sud que les Argentins. C'est souvent les tournées d'automne vont à Ménos et les derniers résultats sont bien pires que les premiers. C'est vrai. On peut donc perdre contre les Fidjiens après avoir battu l'Afrique du Sud. Ouais, on a déjà vu ce genre de truc. Hein. J'ai déjà vu une souvenir de quoi on avait fait Australie. Australie-Samoa, on avait perdu contre les Argentins avec Saint-André en 2012, 13 par là, 13, tout à fait. 2014. C'est le genre de truc qui peut nous pendre au nez parce que les types s'usent et qu'il n'y a déjà pas trop de réserves, puisqu'il y a quelques blessés déjà et qu'il y en aura d'autres, donc voilà. L'année dernière, c'était il y a un an, non? L'année dernière, c'était il y a un an, oui. Non, mais c'était il y a un an qu'il faisait match nul contre le Japon. Oui, c'est ça. Oui. Le dernier match, c'était un bon match. Quand on prend certains passages du tournoi, de matchs du tournoi et des passages de matchs en Nouvelle-Zélande en juin, on se dit qu'il y a des pièces d'un puzzle qui pourraient être sympas si ces pièces réussissent à s'assembler sur un seul match. Il y a une défense hyper positive pendant le tournoi, des séquences offensives intéressantes en Nouvelle-Zélande, avec de l'intensité, etc. Mais le problème, c'est est-ce que cette équipe-là va être capable de mettre bout à bout tout ça sur 80 minutes, sans avoir de creux physique, sans avoir de creux dans la gestion. Voilà, en plus, avec à nouveau une composition d'équipe qui va être différente de celle du tournoi et de celle de la tournée. Ça, c'est la question. S'ils arrivent à trouver une cohérence au long de 80 minutes, on a la sensation que c'est une équipe qui peut s'approcher de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre, pas de la Nouvelle-Zélande, c'est la seule équipe, mais de l'Argentine. La Nouvelle-Zélande reste au-dessus, mais il faudrait que la France maintenant arrive à passer ce petit cap qui la sépare des dauphins, on va dire, de la Nouvelle-Zélande. Il ne faut pas se gourer de pièces. Il ne faut pas prendre l'attaque du tournoi et la défense de la Nouvelle-Zélande. Il faut bien leur dire avant le début de la tournée, parce que là, sinon le puzzle, il ressemblera. Là, ça risque de faire cher. Il ressemblera à rien. Pour rebondir juste sur les joueurs et la compo, sans se projeter sur celle de Brunel, ce qui est frustrant, c'est qu'il y avait peut-être l'espoir d'avoir une charnière, je sais que vous en avez parlé la semaine dernière, mais Parra Lopez, qui était la charnière numéro 1 dans l'esprit des coachs, ils l'ont dit, et qui pouvait apporter quelques repères dans un 15 qui en manque beaucoup, les repères clermontois en l'occurrence, enfin en tout cas leurs automatismes à eux, et que ça, c'est déjà mort pour la patrie avant même le début de la tournée. Parce que Parra est forfait. Parra est forfait. Et que Dupont est un peu rapide pour Lopez. Ils s'attendront, c'est pas grave. Excusez-moi. Et qui dit que c'est pas Serein qui va débuter? Non, t'as des infos? Non, j'ai une intuition. Et puis, pour autant. Et puis c'est vrai que voilà, sur l'épine dorsale, comme on l'appelle, l'axe 2, 8, 9, 10, 15, ça fait à part Guirado, on peut présager d'un retour de Picamol qui était pas tellement en odeur de sainteté. Enfin bref, il y a très peu de continuité, quoi. Il n'y a pas d'épine dorsale type qui se dégage encore. Donc, le milieu de terrain, ça va quoi être... Oui, a priori, ils étaient partis dans l'idée de faire Parra, Lopez, Fofana, Lamerin à un moment, qui avait plutôt bien fonctionné sur une mi-temps lors du dernier test en Nouvelle-Zélande. Bon, bah là, sur les 4, il y a 3 forfaits. Et 3 Ferrandais. Et il y avait trois mecs de Clermont, forfait. Moi,
Mais bon, C'est un ça fait constat. partie des chantiers, mais cette semaine, dans le journal, on va dérouler tout un tas de chantiers sur de demain à vendredi. On va faire des focus sur les gros chantiers de l'équipe de France. Et là, parmi ces chantiers, il y a la touche qui est un point très négatif du tournoi et extrêmement négatif de la tournée de juin. Donc, au-delà même de la construction des joueurs, du jeu, il y a même des bases sur lesquelles aujourd'hui l'équipe de France ne répond pas présente. Et c'est impossible d'exister à haut niveau sans une touche meilleure que ce qu'elle a pu être en Nouvelle-Zélande. Guirado, quand même. Ce sera peut-être un peu meilleur avec Guirado, mais Guirado contre l'Angleterre lors du dernier tournoi, il y avait eu, je crois, 4 pertes de balles en touche. On est toujours aussi dépendant de qui joue. Le problème, c'est que Bonner joue pas. Voilà. Oui. Et qui coach. Enfin, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais avec le fait qu'il coach. Les doutes commencent à s'installer. Ouais. Il va falloir qu'il... Mais quand il jouait, c'était mieux en tout cas. Oui, il était plutôt... Sinon, on fait comme le coaching en top 14, on annonce un mec blessé à chaque touche. Oui. Ah, je On fait rentrer Bonner. coacher le coach. C'est possible. Tu changes, hop, tu fais- Ça existe aussi. On fait rentrer Puricelli pour les touches, mais juste pour les Voilà, touches. Voilà. exactement. C'est ça, il faut aller prendre le meilleur là où il est. Foot Parce que américain. les coachs de top 14 sont supposés aider. Guézal, tout ça, il peut intervenir à la mi-temps. Hop, tu changes à la mi-temps. C'est vrai, Tu dis à Bonner, vas-y, qui arrive à toi. Non, Pas bête. ça se tente. Il a beaucoup d'imagination. Il faut tout essayer. Au point où on en est. Au point où on en est. Sur un malentendu. Très bien, on va essayer de faire un dernier sujet. En attendant, on va rester avec l'équipe de France, avec son deuxième ligne, Yoann Maestri, dans un article de Renaud Borel, le deuxième ligne international du Stade français d'Ithirambique, en évoquant la méthode de son nouveau coach, le Sud-Africain Heineke Meyer. Alors, il loue l'intensité. Il loue l'intensité de la préparation des matchs, 3 fois même, il parle d'intensité. Et il trouve qu'elle manque d'entraînement français, notamment par rapport à des équipes comme l'Afrique du Sud, évidemment, mais même l'Argentine et l'Irlande aussi, il trouve qu'ils enchaînent beaucoup plus facilement et rapidement. Est-il expliqué? Vous êtes d'accord, vous, il y a un problème d'intensité dans la préparation française déjà à la base Il y en a plein de problèmes dans un problème de formation. Oui, Voilà. commençons par là. Mais Le sport à l'école, si tu veux. Vraiment, mais oui, non, je plaisante qu'à moitié. Je pensais pas que ça commençait. Le sport à l'école, c'est dès facultatif, tu vois. Alors que les gens, les gamins, ils y vont, mais ils y vont en costume de ville, ils y vont en basket du dimanche. Et donc, il ne faut pas de sport, vraiment. Ils sont présents. Et ben des fois, je pense que les joueurs français, ils sont payés au mois, ils sont présents à l'entraînement, mais ils ne mettent pas l'intensité, effectivement, que des pros sud-africains qui sont un peu bas du casque mettent plus systématiquement, parce qu'ils ont commencé à l'école à mettre de l'intensité quand ils faisaient gym. Voilà. D'accord. Ça te va? Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même, il y a quand même C'est direct. cette réputation qui est un peu cliché, mais qui doit vraiment avoir un fond de vérité du joueur français qui va rogner le coin du terrain quand il s'agit de faire des tours de terrain pour gagner 5 mètres par-ci, 3 mètres par-là, et à la fin de l'entraînement, il a fait 40, 50, 70 mètres de moins que le copain anglo-saxon d'à côté. Donc ça va progresser en intelligence situationnelle en plus. Voilà, et toujours en ayant un petit regard en coin pour voir si le coach l'a vu ou pas. Donc c'est vrai que cette petite culture de filou, de tricheur, quoi, elle existe aussi dans ce que les anglo-saxons appellent work ethic, l'éthique de travail, et qui chez eux a vraiment un sens, et qui chez nous, on se demande, quoi. de toute façon, il y a un truc qui est hyper parlant, c'est que Heineke Meyer est arrivé au Stade français et il a trouvé que Jules Plisson était trop gros, il l'a fait maigrir. Il a trouvé que Jonathan Danty était trop gros, il l'a fait maigrir. Yoann Maestri, je ne crois pas me tromper si je dis que avant même d'arriver au Stade français, mais il avait perdu du poids aussi. Picamol en a perdu avec Montpellier. Ficou, c'est le cas aussi d'ailleurs. Donc c'est pas un hasard, ça veut dire qu'on a des joueurs qui, alors peut-être pour des raisons culturelles, peut-être pour des raisons d'organisation des saisons en France où il y a une plage de repos trop petite et une plage de préparation trop petite, en tout cas pour peut-être plein de raisons différentes. pour des raisons culinaires aussi. Voilà, peut-être, Il y a sorte de pour des raisons de sérieux hors du terrain aussi. En tout cas, le constat, c'est qu'on a des joueurs moins bien préparés qui, internationaux confirmés, peuvent se retrouver à perdre du poids, à avoir à perdre du poids en cours de carrière. Alors Ouais, qu'ils puis même sont après des carrières déjà bien avancées. Après des carrières déjà bien avancées, voilà. C'est pas des gamins, hein. Donc il y a 10 ans quand même. voilà. Soit Ficou.
Bon, Ficou est tout jeune, il a 24 ans. On l'oublie. Ah oui, il a que 24 ans. Ouais, Ficou, il a 24 ans. Ouais. Ça fait bizarre quand on le dit. Ça fait longtemps qu'il a 24 ans, alors. J'aimerais bien avoir ça fait 4 ans qu'il a 24 ans. S'il avait 60 ans comme il a 24 ans, je serais plus jeune. Mais moi, je trouve que le constat de Maestri, il a quand même un côté effrayant, quoi. On a l'impression qu'il découvre la Lune. En fait, il a découvert le travail. C'est tu disais intensivité. Non, mais c'est un néologisme intéressant. Il y a intensité, il y a inventivité aussi, peut-être. Mais enfin, ouais, je trouve ça assez. Je trouve ça assez affligeant et c'était un des sujets de discussion que nous avions à la cantine, figurez-vous, avec Fred Bernès. Il me disait mais c'est pas propre au rugby. Gasquet qui était allé s'entraîner chez Nadal était effaré des doses d'entraînement de Nadal. D'ailleurs, il s'est pété en revenant. En golf aussi, il y a un entraîneur anglais qui a dit mais les Français, ils croient qu'ils s'entraînent, ils s'entraînent pas. Ils sont présents, mais ils ne mettent pas d'intensité dans ce qu'ils font. Donc je pense que ouais, on peut le décliner dans plein de sports et c'est un petit peu effrayant, quoi. Est-ce que les staffs n'ont pas des responsabilités aussi là-dedans, les staffs? Parce que Heineke Meyer, finalement, il arrive là-dedans, il ne fait qu'imposer sa vision, qui est une vision. Là, c'est un mec avec de l'expérience. Il a entraîné les Springboks, il a connu le plus haut niveau, et en fait, il s'est nourri de cette exigence-là. Et aujourd'hui, il impose une méthode qui correspond au haut niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des staffs techniques qui sont assez conscients de ce que réclame le plus haut niveau en France? Je pense que là-dessus, ça dépend des staffs. Je suis pas sûr Ce qui est plaisant, c'est quand même, c'est qu'on fait des histoires justement avec les joueurs qui ont leur passeport, qui n'ont pas leur passeport, qui viennent concurrencer les Français ou pas. Il n'a jamais été question jusque-là d'engager des entraîneurs étrangers pour l'équipe de France. Il n'y a pas de concurrence au niveau étrangère, au niveau des staffs français. Je pars du principe que ponctuellement, tu peux avoir un spécialité lancé en touche ou du tir au but, mais pour prendre le truc à la base du truc. Il y a un truc qui est hyper parlant, c'est qu'aujourd'hui, on voit quasiment jamais d'entraîneurs anglo-saxons ou d'autres pays venir en France pour se nourrir de ce qui se fait en France. C'est pour se nourrir. Pour se nourrir, oui, mais de ce qui se fait dans les clubs, pas du tout. Alors que les coachs All Blacks vont à Clermont quasiment tous les ans. Voilà. Alors que combien d'exemples de staff, du chou farci. Combien d'exemples de coachs de coachs français partis en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne, s'imprégner, se nourrir de ce qui se fait et revenir en disant j'ai découvert telle chose, les uns c'est l'animation offensive, les autres c'est le physique, les autres c'est la technologie. Pour les joueurs qui sont plus concurrentiels à l'étranger, ils sont pas convoqués, ils voyagent pas quoi quasiment. Oui, mais bon, ça, en même temps les joueurs ça non mais je pense que la génération s'attendrait tout ça. C'est vrai, c'était parti. Golazo, il est allé à l'étranger pour perdre un peu ça c'est intéressant, je trouve aussi. Il y a quand même effectivement de la part des joueurs français, je trouve un manque de curiosité, sans forcément s'aventurer sur 2-3 saisons à l'étranger, mais juste il y a beaucoup de barrières qui sont fermées aujourd'hui. Tu peux plus aller jouer en Irlande, en Angleterre c'est un peu plus dur, tu peux plus aller en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud c'est de plus en plus dur. Après les saisons sont chargées, et je vois ce serait difficile de se dégager du temps. Cette barrière-là, mais qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui faire ce que Califano a fait aller au Auckland Blues, c'est plus possible. Mais tu peux aller ailleurs. Tu peux aller en Afrique, Afrique du Sud, tu peux aller au Japon, j'en sais rien. Tu peux. Warrapabouche. Sur des périodes aussi sur des périodes de 6 mois, d'un an, de 2 ans, mais c'est vrai que cette curiosité là elle n'existe pas, et je crois qu'elle n'existe pas non plus ou peu en tout cas dans les méthodes d'entraînement, dans j'en sais rien, de la littérature sur la nutrition, enfin tous les à côté aussi de la préparation qui sont c'était intéressant l'interview de Purici la semaine dernière, qui expliquait voilà, le lent processus, et tu parlais de 10 ans de perdu. Ouais, finalement, on avait le sentiment qu'il a compris des choses à 28, 30 ans, sur l'optimisation de son potentiel, mais c'est bien trop tard. Quoi. Vous parlez du Stade Toulousain. On est quand même toujours un peu au fond sur l'idée que la formation française, le jeu à la française, ça reste formidable. Ça reste formidable pour battre Bègles-Bordeaux, mais pour être concurrentiel au niveau international, cette remise-là en cause-là, je ne sais pas si elle est vraiment faite. Il y a quand même eu quelques titres européens. Oui, là, mais je te parle au niveau du dessus encore, moi, au niveau international. Ça fait quand même 15 ans que... Oui, depuis quelques années, c'est vrai, mais en même temps... En même temps, j'ai pas l'impression que les All Blacks fassent un jeu rabougri, quoi, un jeu qui correspond à un dur en dedans. Forcément rabougri, mais
Voilà, et tout d'un coup, les Toulousains jouent comme ils jouaient les Toulousains. On a l'impression qu'on a retrouvé qu'on a inventé la quadrature du cercle. Mais non, c'est pas tellement l'idée. C'est que c'est un beau retour aux sources et ça marche. C'est mieux qu'il y ait une équipe de Toulouse qui joue comme ça que des traînes-lattes, mais je suis pas certain que ça participe tellement à l'ouverture sur le monde et à la curiosité de. Si. Juste pour un staff toulousain, tu vois, ça fonctionne, mais c'est un peu rabougri, quoi. Moi, je trouve qu'il y a un truc intéressant dans ce que dit Maestri ce matin, c'est que je pense que si on avait interrogé des joueurs de Clermont en 2006, quand Verne Cotter est arrivé, c'était les mêmes discours. Exactement. Les mecs, ils découvraient l'exigence poussée à l'extrême. Et on a vu ce que ça a donné à Clermont. Ça a donné un titre et plus 3 finales. Mais c'était quand même un changement qui se retrouve encore aujourd'hui, un changement culturel. Avec une éthique de travail, de performance, d'exigence, de son entraînement. De son entraînement. Mais en fait, depuis, c'est vrai que souvent il faut des regards extérieurs. C'est bien d'avoir des beaux centres d'entraînement, mais je suis pas certain que toutes les provinces. Pour avoir visité le centre d'entraînement des Chiefs qui ont gagné 2 Super Rugby, je peux vous dire que c'est propre. Ah non, c'est le tiers-monde. Oui, c'est ça. Oui, ouais. ça. Alors, donc, par contre, les Irlandais, ils n'ont pas toujours des trucs. Enfin, c'était le tiers-monde il y a quelques années. Mais l'intensité, du coup, effectivement, ce que ça donne sur le terrain, c'est que à la 60e minute ou à la 45e minute, en tournant en Nouvelle-Zélande, quand les Néo-Zélandais continuent à jouer sur un rythme élevé, nous, on n'y arrive plus, on se replace plus quand on a le ballon, ça fait tomber les ballons, puis il y a des contre-attaques, puis on est largué. Quand on a nos ballons, nous, on se déplace plus bien, on se repasse pas bien, on n'est pas là. Enfin, tout part à l'eau, quoi, tout part à volo, et voilà, et ça fait 40, 50, 60 points. Et aujourd'hui, il faut effectivement que l'équipe de France, les joueurs de l'équipe de France, mais je crois que c'est tout le rugby français, mais l'équipe de France, les joueurs de l'équipe de France en priorité, montent leur niveau là-dessus, parce que dans un an, sinon, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. C'est très inquiétant. Pas une révélation non plus. Si, je suis inquiète. D'un seul coup, je suis inquiète. Aïe. Alors qu'avant, j'avais bien. Juste avant de se quitter, messieurs, vous me donneriez un petit pronostic pour ce petit France-Afrique du Sud. Que pour la France-Afrique du Sud ? Ouais, d'abord. On prend les matchs les uns après les autres. 6-3 pourri pour la France. Oh, c'est ignoble. Un drop de Lopez, à la 78e. Oh non, moi ça même me va pas. Ça ne se voit pas quand même. Bon, j'ai pas mieux. En même temps, c'était pas mal Angleterre-Afrique du Sud, ça a fini à 12-11. Bon, c'était correct, hein. Pas que ça se regardait, quoi. Il y a l'intensité, il y avait... Voilà, on parlait d'intensité, là, il y en avait. Ça manquait d'autres choses parfois, mais il y avait de l'intensité. Je dis 12-11 pour la France. Et tac, bien fait pour les Springboks, 2 fois. Avec un plaquage haut de Lopez à la dernière minute, pas sanctionné par l'arbitre. Ouais. Et 19-20 pour l'Afrique du Sud. Pour qui tu ne le sauras pas. Si, 19 pour la France, 20 pour l'Afrique du Sud. Elle a tout noté. La semaine prochaine, on le reprend dans la gueule. Eh bien, merci, messieurs. C'était très chouette de parler avec vous. C'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec méchant Pierre-Michel Bonneau. Non, moyen. Alexandre Bardot et Clément Dossin. Merci à Jules Cros à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires. Mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.